assurer la construction de ces plans miniers. C'est absolument gigantesque. Est-ce que c'est le seul sujet sur le marché de l'uranium? La réponse est non. Je vous épargnerai les différences, mais vous avez les mêmes sujets sur la conversion, vous avez les mêmes sujets sur l'enrichissement. Avec l'enrichissement, je ne vous ferai pas l'affront de dire que ce marché-là est quand même très spécifique, peu ouvert, et en tout cas, voilà, qui pose des questions. Sur la conversion, on a des capacités, surtout pour le Converdyne et revenus, qu'on attend qu'Orano assure la fin de son ramp-up. Donc on a une capacité pour subvenir aux besoins du marché. On a quand même une hausse à attendre, et cette hausse viendra très certainement de Converdyne et éventuellement du site de Springfield chez Westinghouse au UK. Dernier élément sur l'enrichissement. L'enrichissement est en surcapacité pour le moment, donc il n'y a pas de crainte. Le seul fait, c'est que les centrifugeuses, qu'elles soient russes, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient néerlandaises, qu'elles soient allemandes, mais c'est les mêmes que les néerlandaises, elles ont toutes une durée de vie. Et donc dans la période de 2030 et 2040, elles doivent toutes être renouvelées. Donc là, c'est encore une fois marqué, mais il y en a pour 70 millions. Donc, quand on manipule une industrie nucléaire et le cycle de l'uranium, on manipule certes des sujets industriels tendus, complexes, à géopolitique variable et avec un impact financier non négligeable. Je reviendrai dessus si vous le souhaitez. Dernier élément, qu'est-ce qu'on voit pour 2050? Un dernier élément. Élément important, qu'est-ce qu'on voit pour 2050? On voit que l'uranium a un rôle premier à jouer dans la décarbonation. Pourquoi? Ça, je vous le mets et on a de cesse de le rappeler. Vous voyez à gauche l'empreinte carbone du nucléaire versus toutes les autres productions d'énergie. Je pense que ça vous parle à tous et toutes. On fait moins de 4 grammes, alors que les autres, vous prenez des facteurs. Voilà, des facteurs à la fois mis pour le charbon, pour le pétrole encore pire, et le gaz également. Donc il n'y a pas de sujet de compétitivité et on est bien proche de la neutralité carbone. Néanmoins, j'insiste sur ce néanmoins-là, les émissions de carbone, plus de 3/4 des émissions de carbone du nucléaire provient des activités du cycle. 3/4. C'est pas, si vous prenez le charbon, c'est la même chose. Si vous prenez l'automobile, c'est la même chose. C'est pas surprenant, mais néanmoins, ça veut dire qu'on a un travail à faire. Dans ces émissions, il y a plus de 3/4 de l'émission du cycle qui proviennent de l'amont, mine, conversion et enrichissement, et spécifiquement des mines. Et donc, on a lancé, au travers du WNA, en tant qu'acteur responsable de EDF, la démarche Umbec pour la décarbonation de nos activités. Et on embarque l'ensemble des acteurs et on a une trajectoire qui nous permet de raisonnablement dire qu'on sera à moins de 1 gramme, nous, tout le cycle. Donc ça veut dire encore moins pour le nucléaire, à 2050. Quelles sont les émissions de CO2 qui vont être visées? L'électricité carbonée. Donc c'est très bien de le faire en France, d'avoir l'enrichissement et de la conversion. Quand vous le faites dans d'autres pays du monde, les mix énergétiques jouent naturellement en leur défaveur. Le deuxième, c'est le diesel, c'est les engins miniers, c'est les chauffages dans les mines. Là, pareil, on renverra sur la période 2040-2050 où il y aura des solutions, soit des trucks hydrogène, soit de l'électrification. L'électrification, on ne croit pas trop sur certaines mines, notamment une mine canadienne. Je vous rappelle, une mine canadienne, l'été, ils peuvent monter à plus 40 et ils finissent à moins 40 l'hiver. Donc l'électricité, le camion électrique, sinon il faudra vraiment qu'il soit robuste pour tenir la mer. Dernier élément, la chaleur industrielle, la production d'acide sulfurique nécessaire aux mines d'ISL et la chaudière fuel de la Haye. Ça, on va pouvoir le gommer puisqu'ils sont passés en chaudière électrique cette année. En tout cas, on a identifié tous nos leviers, on sait qu'il y a des solutions, on sait que ça va prendre du temps, mais on sait que c'est un travail. L'uranium sera bas carbone en 2050. Dernier élément, et ça je ne vais pas vous faire offense, principal élément et atout de notre cycle de l'uranium, c'est le recyclage. Le recyclage, on en a parlé, c'est 95% de recyclage de l'uranium de retraitement, 1% de plutonium et 4% qui partent en déchets. La filière d'uranium de retraitement très compétitive sur les émissions de carbone, on vous l'a mis, une tranche d'uranium naturel c'est 3,89 g,
Une tranche de MOX, c'est 3,50 de plutonium, pardon. Une tranche dure en situation actuelle, c'est-à-dire avec la Russie, notamment les Pays-Bas, c'est 2,63 grammes. Et si on le faisait en France, ça serait 1,95 grâce au parc nucléaire français. L'avantage de tout ça, c'est quoi? On revient aux enjeux de souveraineté. On a le bonheur d'avoir un stock de 24 000 tonnes. 24 000 tonnes, ça représente plus de 4 années de production de notre parc. Voilà, donc nous avons une mine souveraine en France qui nous permet de subvenir s'il y a le moindre secousse, on va dire, géopolitique sur le marché de l'uranium. C'est le dernier avantage que je ne devais pas exposer au démarrage de mon exposé. Élément, pas à retenir, mais comme ça vous donne quand même une idée, une intensité. La volonté d'EDF, c'est simple, c'est de résorber la totalité de son stock d'uranium de retraitement avant 2050. Ça veut dire quoi? Et ça, il faut que vous l'ayez en tête, c'est un changement de driver essentiel pour EDF, puisqu'à partir de 2030, 30% de ce que nous chargerons dans les réacteurs sera de l'uranium de retraitement. 30%. Comment? Qu'on enrichira où? Alors en 2050, on pourra en parler, on va diversifier. Donc on enrichit où aujourd'hui? Alors on convertit aujourd'hui en Russie, c'est simple, la seule usine de conversion d'uranium de traitement dans le monde est en Russie. Les usines d'enrichissement, il y en a en Russie, mais on a fait monter notre partenaire Urenco, qui a toutes les centrifugeuses aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. On a sur le site d'Almelo aux Pays-Bas une cascade de centrifugeuses dédiée, capable de nous faire l'enrichissement d'uranium de retraitement. Voilà. Je prendrai votre question de pourquoi pas en France, on en parlera et ça sera sur la diversification qui sera en cours dans les prochaines années. Je sais bien que la filière d'uranium de retraitement, vous m'avez posé la question de 2050, là ça sera un uranium où il y aura de l'uranium de retraitement en France parce que c'est une vraie filière. Je finirai parce qu'après je veux vraiment garder du temps pour vos questions parce que je vous sais prolixe. On s'est posé la question de quelles sont les conditions de réussite d'un approvisionnement sécurisé et responsable en uranium dans les prochaines décennies. Premier élément, et ça c'est ce qu'on essaye de mettre ça en règle d'or sur le marché, c'est d'avoir une offre diversifiée. On a trop été dépendant, surtout certains pays, trop été dépendant d'une origine en particulier. Donc ça minimise en rien les aléas géopolitiques. Le deuxième élément, c'est un point important, c'est qu'on essaye de convertir les acteurs du marché à la vision d'EDF qui est que nous avons besoin d'avoir de partenariats à long terme. Je vous rappelle, il y a 150 milliards d'investissements à faire. Ces 150 milliards, s'il y a quelqu'un dans la salle qui pense qu'un investisseur privé va investir sans contrat long terme qui sécurise les investissements, typiquement, on ne le fait pas pour perdre. Donc, je ne peux pas demander à des acteurs de marché de le faire. Donc, ça veut dire qu'on a un vrai changement de mindset, et ça, c'est très important. Il y a un travail de long terme à faire avec les anglo-saxons, puisque typiquement, les Américains contractuent liés à 3 ans. Nous, on a des contrats de 20 ans. Donc, ça permet de donner de la visibilité aux investisseurs. Troisième point, se mobiliser tous sur la performance environnementale. On a déjà commencé à mettre un bonus pour quelqu'un qui nous produisait de l'uranium bas carbone. Je pense qu'on va continuer. Et on va faire une vraie différence entre l'uranium qui serait très consommateur de carbone et celui qui est plutôt vertueux. Et ça, on souhaiterait que ça devienne un tronc du marché, donc dans l'arbre, et pas une petite guirlande qu'on affiche en rapport IEJ, pour être clair. Dernier élément, on veut convertir, et ça c'est notre enjeu, on veut convertir le plus grand nombre au recyclage, puisque nous avons une mine souveraine mondiale extraordinaire de 450 000 tonnes d'uranium de retraitement qui est présent. Donc si tous les pays commençaient à retraiter, on n'aurait absolument pas de problématique de géopolitique. Accessoirement, ça voudrait dire qu'on adopte notre modèle, et c'est un élément très important. Pourquoi? Parce que être différent, c'est bien, quand on a raison. Et là, pour le coup, sur le cycle de l'uranium, on a raison. Toutefois, je prends un exemple très concret. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler du sujet des ATF? Les ATF.
Accident Tolerant Fuel. Donc l'excellente idée de la Commission européenne a été de dire les investissements verts, on peut le dire comme ça, seront dédiés au nucléaire, mais si et seulement si les combustibles sont ATF. Donc, c'est bien ça, je suis content. Donc, résultat imposé à tout le monde ces éléments-là. Donc, naturellement, nous avons fait la démonstration avec la SN que les combustibles que l'on charge actuellement dans nos réacteurs sont des ATF. Néanmoins, on met dans la taxonomie quelque chose qui est l'opérateur doit être dans le best in class. Okay. Le best in class, c'est quoi? Certains parlent de IATF, Enhanced Accident Tolerant Fuel. C'est quoi? C'est simplement des gaines chromées et des pastilles chromées. C'est bien? C'est bien. Ça rajoute 3 secondes pour les spécialistes de neutronique. Je vous rassure, ça ne fait pas l'alpha et l'oméga en cas d'accident. Mais néanmoins, ça fait beau et les fuel vendeurs sont ravis de présenter un nouveau produit. Premier sujet, ce type de produit-là, il nous faut 10 ans pour le qualifier. Ça mobilise toute la filière. Pour, honnêtement, un avantage réduit. 3, mettre du chrome et peindre du chrome des gaines quand ils sont en réaction en cœur, je vous assure que ce n'est pas une bonne idée. La corrosion arrive vite. Ce n'est que mon avis, mais en tout cas, on a ce lien. Donc on s'est mis des contraintes. Et l'élément complémentaire, et c'est là où on a un vrai sujet, c'est les pastilles chromées. Pastilles chromées aussi, quand on met des assemblages en désert, excusez-moi de l'expression, parce que c'est ce que font les génies américains. Bah oui, vous pouvez avoir des pastilles chromées. Mais par contre, quand vous faites du recyclage et que vous avez un cycle de l'uranium qui vous coûte très cher, bah les pastilles chromées vont diviser par 4 la capacité de traitement de la hague. Donc je pose la question de dire, bah, écoutez, on doit déjà prendre 30 milliards pour construire une hague. Est-ce que je dois construire 3 autres hagues complémentaires? Ça fera juste un petit package de 100 milliards, on arrondira. Hein. Voilà. Donc le fait est, c'est que c'est bien d'avoir raison, mais néanmoins il y a des sujets, vous voyez, je voulais vous éclairer, que ce serait mieux que l'ensemble des acteurs aillent vers cet uranium bas de carbone et recyclé. Maintenant, je prends vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très éclairante.